Mon cher papa, je sais que cette lettre va te faire du mal. Pourtant, je veux te dire combien je t'aime. Papa, je t'ai demandé l'autorisation de passer quelques jours chez tante Safia. Je n'y suis pas allée. Pardonne-moi, je t'ai menti. Avant-hier soir, je suis arrivée en Irak pour rejoindre mon mari. Nous nous sommes connus sur Internet, il est formidable. Je suis sûre que tu l'aimeras, c'est un responsable régional de l'État islamique. Tu sais, cette armée de volontaires qui s'est constituée pour défendre l'islam et les pauvres. Il s'appelle Akram. Il est très instruit en religion et très courageux. Il dirige la police ici, à Fallujah. Ces paroles, c'est lui qui les a imaginées. Lui, le penseur de l'islam, spécialiste de l'interprétation du Coran, l'un des rares à proposer une lecture historique et anthropologique. Lui, le chercheur que les médias se disputent en ces temps de terreur, a quitté la réalité. Aux auditoires, il préfère aujourd'hui les planches, convaincu qu'il faut s'adresser au cœur pour toucher l'esprit. Voici tout le bazar d'un intellectuel qui pourrait bien nous redonner l'envie de croire à Rachid Benzine. Je t'en supplie, reviens. Reviens, ma petite Noura dorée. Reviens avec ton mari. Vous vous installerez dans la maison et moi j'irai habiter la petite maisonnette au fond du jardin. Elle me suffira amplement. Vous trouverez de nobles luttes à mener ici. Là-bas, tout est compliqué. Tu ne sais jamais si tu n'es pas manipulé, si ton combat est juste et vrai. Réponds-moi vite, je t'en supplie. Je ne pourrai pas survivre à ton décès. J'ai survécu à celui de ta mère uniquement parce que tu étais là. J'ai survécu pour toi, pour que tu aies une vie heureuse malgré tout. Reviens-moi, ma petite Nour. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Papa. Merci, Bonjour, Rachid. Bonjour, bonjour. Excusez-moi de vous déranger en pleine répétition. Delphine Perret, jeune comédienne belge. En tout cas, c'est un texte impressionnant. Hein. J'en ai les frissons, vraiment, les poils qui se hérissent. Merci. En tout cas, c'est un texte... D'abord, c'est un échange épistolaire entre un père philosophe critique qui dure sur 2 ans, 14 lettres, et Delphine, qui est Nour, en tout cas dans le texte, est une jeune fille brillante intellectuellement, comme j'ai pu en rencontrer un certain nombre. C'est d'abord une histoire d'amour entre ce père et cette fille que l'on découvre au fur et à mesure. Ils ne renoncent jamais l'un à l'autre, même si l'idéologie de l'un et de l'autre sont en train de les éloigner. C'est cet amour-là. Et je crois que c'est ce que les gens arrivent à entendre et à ressentir lorsqu'ils viennent au théâtre pour découvrir Lettre à Nour, ou lorsqu'ils ont l'occasion de lire le roman. Et je pense que c'est par ce lien-là de l'amour qu'on peut essayer de faire entendre quelque part l'indicible. Et l'émotion est un élément important parce que la plupart de nos jeunes sont touchés aussi par l'émotion, par les images. Donc il faut utiliser les mêmes outils pour essayer de comprendre ce qui nous arrive, pour leur proposer, je dirais, une autre aventure, ou en tout cas une révolte, parce qu'on entend la révolte de Nour dans le texte, une révolte qui peut être légitime. La question, c'est de savoir comment faire de cette révolte une force de vie et non pas une force de mort que propose Daesh. Delphine, comment vous avez fait pour plonger dans ce texte? Vous êtes belge, voilà, sans doute étrangère peut-être au Coran, aux propos de Daesh. Comment vous êtes plongée dedans? En fait, moi, à la toute première lecture, ce qui m'a séduite vraiment, c'est en fait justement la révolte de la jeunesse, quoi. Parce que moi, quand j'ai lu le texte, il y a plein de choses sur lesquelles j'étais tout à fait d'accord avec Nour. Et pour lesquelles je me disais, mais oui, effectivement, il y a un problème ici, allons sauver le monde, allons faire autre chose. Et effectivement, je suis tout à fait étrangère à la culture musulmane. Mais pour moi, ce qui est important, c'est, voilà, là pour le moment, disons que cette révolte, elle se place dans ce contexte-là. Mais en fait, elle pourrait se placer partout ailleurs. Parce qu'en fait, le problème, c'est la révolte de la jeunesse, quelle qu'elle soit. Et donc pour moi, en fait, c'est ça qui me lie très fort à Nour, c'est cette envie de changement.
de quelque chose d'autre. Je disais, c'est pas innocent, j'imagine que tu choisisses une jeune fille blonde, belge, pour incarner Nour. T'aurais pu prendre une jeune maghrébine voilée. Non, je ne voulais absolument pas ça. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas simplement un problème islamo-islamique. Et je ne voulais pas qu'il y ait de stigmatisation pour dire que ça n'arrive finalement qu'à des étrangers, à des musulmans. Ça arrive aujourd'hui à tout le monde. Et quand on regarde le profil des jeunes qui rejoignent Daesh, nous avons à la fois plein de convertis. Et donc ça peut arriver à n'importe quelle famille. Et le fait que ce soit une blanche, entre guillemets, je trouve que l'identification va se faire encore beaucoup plus forte. C'est-à-dire que même ceux qui ne sont pas musulmans vont se dire, mais en vérité, elle parle de nous. Et c'est ça qui m'intéressait, c'est-à-dire comment universaliser le propos. Je vais aller voir le directeur, Serge Rangoni, et je vous laisse encore un peu répéter, puis on passera la journée ensemble. Très bien, avec plaisir. Okay. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Tu pensais échanger avec ta fille qui pensait comme toi, mais nous évoluons toutes et tous différemment. À partir des mêmes valeurs, papa. Des valeurs que tu m'as inculquées, nous avons pris des chemins différents. Tu penses que le salut vient de la prière, de la méditation, de l'étude par la raison. À cela, je ne crois plus, car il est temps d'agir. Tu es à l'image des peuples arabes, courbant la tête, dénonçant les injustices, mais préférant la poésie à l'action. Tu es complice de ces systèmes qui broient des femmes, des enfants, des hommes, des cultures et notre islam. L'hégémonie des peuples du Nord est telle que tu te réfères plus volontiers aux penseurs occidentaux qu'aux philosophes musulmans. Tu crois rechercher humblement la vérité sur le Coran, mais en réalité, ta démarche n'est que le fruit de l'abandon à des idéaux importés, la vaine quête d'un lâche. Ton monde n'est fait que d'impostures. La vraie vie n'est pas là. Et la vraie mort non plus. Dès que j'ai lu le texte, j'ai dit, bon, c'est un texte que je veux absolument qu'on puisse monter. Et puis, on a décidé de le lire au pique-nique urbain, qui est notre événement d'ouverture de saison, puisque on laisse le théâtre ouvert à tout le monde, on ferme la rue, etc. Et puis, il y a eu un tel retentissement à ce moment-là. Donc, ça a commencé par des lectures. Voilà, par des lectures, et puis on s'est dit, il faut le faire tout de suite, il faut le faire tout de suite. Et donc, on a rajouté le spectacle en production au mois de janvier, non sans difficulté, parce que quand c'est pas prévu comme ça. Et comment votre public a-t-il perçu cette lecture? Donc je crois qu'il y a l'émotion, qui est surtout chez les gens, je dirais, de ma génération. Chez les plus jeunes, les 15-20 ans, c'est pas tellement l'émotion qui est au cœur, c'est plutôt la pensée. Qu'est-ce qui est développé dans l'argumentaire de cette jeune fille qui part rejoindre quelqu'un qui appartient à Daesh et qui va vivre là-bas. C'est plutôt la pensée, tout ce qui est développé autour qui est mis en valeur et pas tellement le côté émotif. Et finalement, on se rend compte que les jeunes, ils ont simplement l'envie d'avoir un avenir meilleur qu'aujourd'hui, une société meilleure qu'aujourd'hui. Ça n'est rien d'autre que ça. Alors la réponse qui est apportée là, elle est terrifiante, elle est horrible, elle est... Mais finalement, cette aspiration est la même. Et elle est partagée par tous les jeunes. Et c'est ça qui est extrêmement, je trouve, puissant dans le texte. Lorsque nous sommes arrivés en France, mon père voulait que ses enfants apprennent l'arabe. Et notamment le Coran. Ce qui fait qu'après l'école, la première chose, c'était pas tellement les devoirs. Il fallait aller à l'école coranique, apprendre le Coran et ensuite faire, ses devoirs. Mais ce qui était intéressant, c'est que mon père, il sortait souvent de la maison vers 4h30, 5h. Et il se réveillait vers 3h, 3h30 et il priait. Du matin? Ouais, 3h30, ouais, parce qu'il travaillait sur un chantier et il priait. Et donc, on avait l'impression que lorsqu'il sortait de la maison était bénie. Et lorsqu'il revenait le soir vers 6h, 7h, ma mère, lorsqu'elle ouvrait sa sacoche, il y avait sa sacoche où il y avait mis de la nourriture. Et juste avec la sacoche, il y avait ça, plus le Coran. Donc, c'est-à-dire que mon père continuait à méditer sur le Coran, sur le chantier quand il avait ses temps de pause. Et la première chose qu'il faisait à la maison, c'est quand il arrivait, il allait prendre sa douche, il faisait ses ablutions et sa prière. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi dans un univers familial, traditionnel, où le religieux était quelque chose qui se vivait. C'est pas quelque chose dont on parlait. Et ça a été un élément important dans ma vie. Donc, c'est d'abord cette expérience silencieuse de Dieu.
Son expérience, Rachid vient la partager régulièrement, là où la religion est devenue un vacarme assourdissant, une question d'identité, d'appartenance ou d'exclusion. Les écoles le réclament, les élèves comme les professeurs, auxquels il commence toujours par rappeler que l'islam est né au 7e siècle dans une tribu du désert d'Arabie Saoudite. Une simple mise à distance qui peut déstabiliser. Ce qui m'a interpellée dans ce que tu proposais, c'est d'abord la méthode, mais aussi sur le fond, le fait que les élèves ne connaissent pas leur histoire courte, déjà, mais alors ils ne se resituent pas dans l'histoire avec un grand H. Et c'est valable pour toutes les confessions. Et ce qui était intéressant, ce qui m'a intéressée, c'est le fait que ça puisse être transposable à toutes les confessions. Il faut arrêter de stigmatiser par les différences, mais plutôt voir tout ce qui nous rassemble. Et il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent. Et donc, à partir de là, Rachid a accepté de venir voir mon équipe, une équipe de personnes engagées. Et comment ça s'est passé, en fait? Tu as rencontré les professeurs, pas les élèves. Tout d'abord, j'ai rencontré les professeurs. C'était un soir, juste après une conférence que je venais de faire à Molenbeek sur le Coran, une approche historique. Et donc, un copain, M. Saher, qui m'a demandé de venir rencontrer les professeurs. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils étaient en interrogation par rapport à leur méthodologie, par rapport à un certain nombre de questions. Et ils cherchaient des clés et une méthodologie pour travailler ensemble. Et donc, du coup, moi, ce que je leur proposais, c'est que à la question religieuse, on ne répond pas par le religieux, mais on répond par l'histoire, par l'anthropologie. C'est-à-dire essayer de décaler ça pour ne pas se heurter. Parce que dès qu'on est dans la religion, on est sur la question de l'identitaire, sur la question des valeurs et sur la question du sacré. Et dès que vous commencez à toucher cela d'un point de vue religieux, ça peut être catastrophique. C'est-à-dire que ça peut être épidermique pour certains jeunes, parce que parler de la religion, c'est parler de leur identité. Et donc l'identité, aujourd'hui, c'est quelque chose d'explosif. Et en abordant la question par l'histoire, en disant, tout d'abord, il faut prendre, je dirais, le grand temps de l'histoire. C'est-à-dire que, moi je dis souvent aux élèves et aux professeurs, lorsqu'on parle du Coran, de la Bible ou même des évangiles, on va parler des gens qui ne sont pas nous, une société qui n'est pas la nôtre, des enjeux qui ne sont pas les nôtres, pour que l'élève puisse d'abord se situer dans une altérité. Avant de parler, avant que le texte ne lui parle, il a parlé à des gens qui ne sont pas lui. Et donc ça évite que l'élève se projette sur le texte. Ça évite que l'élève ne prenne le texte comme son propre miroir. Et donc, ça permet la distance critique. C'est ce que j'appelle ce déficit d'histoire. Et ce déficit d'histoire, quand il n'est pas comblé, il y a cet excès de mémoire. Et cet excès de mémoire qui est rempli par tout et n'importe quoi de ce qu'ils entendent, et par la société qui, parfois, les rejette dans cette expression religieuse. Et donc, toute la question, c'est comment réconcilier les élèves, comment partager une question, parce que c'est très important qu'avec un professeur, on puisse partager une question. Le travail de Rachid, c'était de rencontrer vos professeurs, de leur donner une formation, quelque part, une conférence, d'échanger. Ça s'est fait à travers des échanges très informels, un peu, voilà, des choses où ils pouvaient poser leurs questions du quotidien et leurs inquiétudes du quotidien. Et les professeurs l'ont répercuté avec des conversations avec les élèves. Mais c'est-à-dire dans des endroits qu'on avait déjà créés, mais qu'on a pu recentrer sur l'histoire de soi. Et puis, alors, repositionner le tout dans l'histoire globale. Et que des jeunes voient que l'on cherche et qu'on partage avec eux un questionnement, qu'on n'a pas de réponse, mais que ce qu'on peut leur montrer, c'est comment aller chercher des réponses. Des éléments de réponse, en tout cas. Mais c'est avec eux. Ah oui, c'est pas à côté d'eux. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et on ne le fait pas pour eux non plus. C'est eux qui font le cheminement. Voilà, et ça redonne de l'estime de soi et puis de la fierté de ce qu'on est. Parce qu'au final, il y a plein de, de complexes de part et d'autre. Mais au fond, il faut pouvoir être fier de ce qu'on est pour pouvoir le partager. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà maintenant à quoi servent les maisons de Dieu, à faire du sport. Mais c'est le dépassement de soi. Notre périple avec Rachid Benzine aurait pu nous emmener dans une mosquée ou dans une église. Mais c'est mal le connaître. Rachid préfère jeter des passerelles là où l'on s'y attend le moins. Il a des complices un peu partout dans le monde. À Liège, c'est avec le philosophe Édouard Delruel qu'il conjugue ses 3 verbes préférés. Croire, critiquer et douter. Voilà, bienvenue à Liège. Déjà, c'est un lieu symbolique, c'est une passerelle. Et puis, j'ai une petite surprise pour toi. Je vais t'emmener dans un lieu un peu inattendu. On y va ?
Les initiés reconnaîtront la voûte étoilée, le G et le damier, symbole de la franc-maçonnerie. Édouard Delruel ne cache pas son appartenance à cette société initiatique qu'il voit avant tout comme un lieu d'échange et de liberté. La franc-maçonnerie, en fait, ce sont des gens des Lumières au début du XVIIIe siècle qui ont exhumé un vieux rituel qui était tombé en désuétude du Moyen-Âge, des bâtisseurs de cathédrales, des francs-maçons, donc des maçons, qui étaient en fait une corporation, qui avait créé une société secrète, comme ça existait beaucoup au Moyen-Âge, c'était tombé en désuétude, et des hommes des Lumières au début du XVIIIe siècle prennent ce rituel pour créer un espace de parole sécurisé pour permettre aux protestants et aux catholiques à l'époque, en pleine guerre de religion, ou plutôt on sortait des guerres de religion au début du XVIIIe siècle, de se parler. Permettre aussi à des gens d'ordre différents, c'est-à-dire des aristocrates, des prêtres et des bourgeois, à l'époque, donc des trois ordres, et de permettre à des Anglais, des Français, des Autrichiens qui se faisaient passablement la guerre à l'époque, de pouvoir se parler. Et puis c'est une société initiatique, c'est pour ça qu'il y a le secret, il n'y a pas de grand mystère, c'est une société initiatique, et donc il y a le secret qui permet cet espace de parole sécurisé. Il y a aussi dans l'imaginaire populaire cette idée que les francs-maçons sont solidaires entre eux, puissants, et que rentrer dans une loge, c'est avoir la protection des uns et des autres, arriver à... C'est voilà. Faux, tout ça. Il y a en tout cas un immense imaginaire là-dessus et exagération. Il faut bien se dire que dans ce lieu, aucune décision n'est prise. Qu'un président ici n'a strictement. Mais il n'y a pas une notion de frères et sœurs de franc-maçonnerie ou non, alors ici, en tout cas, dans ce lieu, il n'y a rien qui est décidé, il n'y a rien qui est tramé. C'est tout à fait même impossible dans l'organisation des travaux. Que maintenant, en sortant d'ici, des gens aillent traficoter, être proches comme s'ils appartenaient à un même parti politique ou à un même service club ou à un même, je sais pas moi, un même club de tennis. Et donc, on commence à avoir des proximités avec quelqu'un, ça c'est bien possible, effectivement. Mais le mythe d'une franc-maçonnerie qui est puissante, organisée, et qui déciderait, qui pèserait sur les décisions, ça franchement, c'est vraiment un mythe. Mais est-ce que la franc-maçonnerie est une religion? Il y a des rites, il y a du sacré, il y a des symboles. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est une religion? Alors, je ne crois pas du tout, parce que... mais c'est une grande question. En tout cas, il y a des choses qui sont communes aux religions, qui est évidemment la différence entre le profane et le sacré, qui est un espace sécurisé, qui est une communauté. Et il y a en maçonnerie des musulmans, il y a des juifs, il y a des protestants, il y a dans les pays comme la Belgique très peu de catholiques. Mais donc l'appartenance à la franc-maçonnerie n'est pas du tout exclusive de la croyance. Mais la franc-maçonnerie n'est pas une religion en soi. Et donc ici, en Belgique, la franc-maçonnerie, petit à petit, s'ouvre aussi à des gens de culture musulmane ou d'origine musulmane. Tu vas t'inscrire, Rachid. Il faut être coopté, je ne le suis pas. Rachid ferait un très bon candidat. Ça, c'est certain. Voilà. Pourquoi? Parce que la franc-maçonnerie, c'est évidemment le libre examen. Ouais. On peut croire, mais il faut douter et il faut critiquer. Ça, Rachid sait faire ça. Dans les années 80, alors que les islamistes recrutent déjà parmi les jeunes immigrés d'Europe, le père Delorme propose aux jeunes une lutte pacifiste, une marche à travers la France contre le racisme. Rachid Benzine n'avait pas 20 ans. De leur rencontre naîtront 2 livres. Quand j'ai rencontré Rachid, de la première rencontre, j'ai été absolument stupéfait de rencontrer un homme jeune qui connaissait le christianisme quasiment de l'intérieur. J'avais beaucoup d'amitiés maghrébines, musulmanes, etc. Et c'était la première fois que je rencontrais un homme issu de la culture musulmane et qui connaissait si bien le christianisme. Moi, j'avais fait tout un chemin de connaissance de l'islam, mais lui, à vu son âge, j'étais absolument étonné. Et très vite, au bout de quelques jours, on s'est dit on va faire un livre ensemble. Et on a en effet écrit « Nous avons tant de choses à nous dire ». Et depuis, on n'a jamais cessé d'avoir des choses à se dire. Et ce bouquin,
C'est quoi? C'est des points communs? C'est jeter des ponts? C'est quoi? C'était d'abord lié à nos expériences de vie. Il racontait son parcours, moi je racontais les miens. Et ce qui était intéressant, c'était la manière dont moi j'abordais le christianisme, puisqu'il y a tout un chapitre sur Jésus que j'ai tenu à faire. Et lui, il a fait un chapitre sur le prophète de l'islam. Mais c'était sur cette possibilité du dialogue. Et ce qui est intéressant, c'est que pour qu'il y ait une rencontre, il faut d'abord qu'il y ait une amitié. C'est mon grand ami et pour moi c'est important qu'il y ait ce lien-là. Avant une rencontre religieuse, c'est d'abord une rencontre humaine. Et le fait qu'on soit ici, ce n'est pas par hasard. Alors c'est un peu décalé, mais je crois que c'est bien en fait qu'on ne se rencontre pas ni dans une église ni dans une mosquée, parce que ça témoigne de nos convictions à l'un et l'autre. C'est qu'il ne faut jamais cesser de se laisser surprendre par l'autre, d'aller à la rencontre de celui, de celle qui a une histoire différente, qui pense différemment, parce que c'est comme ça qu'on est renvoyé à soi-même aussi et qu'on s'enrichit et qu'on réfléchit sur ce que soi-même on croit. Pour les non-avertis, découvrir le Bouddha géant qui trône majestueusement sur les hauteurs de la ville de Huy a de quoi surprendre. L'Institut tibétain Yun Tenling propose depuis près de 40 ans des sessions de méditation collective. Le lieu est ouvert à tous, croyants ou non. Merci de votre accueil, merci beaucoup. Merci beaucoup. This is, I think, place open for everyone to have a really dialogue and bring harmony between different culture, different religions. Then we learn each other. You know? And is there a lot of people who come here to follow your lessons or meditations? Yes, I think there's quite a lot. And how do you explain that people from Westerners country, Belgian people, came here to find some solution in Buddhism? Most of the people, they're coming looking for something, you know, their inside, happiness, how to live with a happy life and harmony. And then we try to explain the reality of the life, which is taught by the historical Buddha. Life is not always happy, but also there are a lot of suffering. So how to live with this, you know, reality. How can you define Buddhism? Buddhism, I think it's in Tibetan what we call Nangpa. Nangpa means inside. You're not looking always outside. Anything, you're looking for the happiness or something, also you look inside. So you will find happiness within you, not always outside. I think this is the definition of the Nangpa. Even you will find the Buddha within you. So we're always looking for outside. So this is where how you change your perspective, point of view. Et vous, qu'est-ce qui vous a ramené dans le bouddhisme? J'ai pris cette voie sans vraiment savoir dans quoi je sautais. Hein? C'était un peu comme sauter dans le vide. Mais dès ce premier pas, ma confiance est venue plus grande tout le temps. Ça n'a jamais diminué. Et j'ai pris le temps de découvrir et d'étudier avec les maîtres. Et voilà. Ce qui est important, c'est le message, c'est l'enseignement. Le fait que l'enseignement se soit perpétué et qu'il continue de nourrir la vie intérieure de centaines de millions de personnes. Et toi, tu te sens nourri par le bouddhisme, par la philosophie dans un travail de prêtre ou d'humain? Ce qui est impressionnant quand on est dans un lieu comme celui-ci, mais c'est vrai quand on rentre dans un certain nombre d'églises, de mosquées, de synagogues, de temples, il y a
un milieu qui invite à l'apaisement, même qui donne tout de suite un apaisement, une sérénité, sans doute parce qu'ici, il y a des gens qui sont venus méditer, qui sont venus creuser à l'intérieur d'eux-mêmes pour essayer de toucher la profondeur de leur être. Et donc je crois qu'il y a dans tous ces lieux une dimension universelle ou universaliste. Thank you so much, Namaste. Thank you. Thank you. Ainsi, notre périple avec Rachid Benzine, penseur de l'islam, se termina dans la tradition bouddhiste tibétaine, avec une kata blanche offerte autour du cou, symbole de bienveillance et de bon augure pour l'avenir. Thank you.